sur l'Afrique nord-saharienne. Et donc cet après-midi, nous allons avoir la possibilité de poursuivre les investigations des uns et des autres, essentiellement sur l'Algérie, mais aussi grâce à deux interventions sur l'Égypte. De sorte qu'ensuite on pourra organiser un débat, une discussion avant que Joël Descantard fasse une synthèse de cette première journée, nous mettre en situation de passer à l'Afrique subsaharienne demain. Donc sans plus tarder, car je ne vais faire qu'assurer la police de la salle, et ça s'impose. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Walid Dagoul qui va nous présenter une communication sur la révision l'évolution constitutionnelle de l'Algérie, sur l'absence plus précisément de consensus constitutionnel et en contrepoint sur l'existence, la permanence d'un consensus politique. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, du Parti québécois, Patrick Charlot, de m'avoir fait l'amitié de m'inviter et surtout me permettre de rencontrer des amis, des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, surtout mon professeur, Pierre Collin, que j'ai revu avec plaisir, avec émotion aussi. Voilà donc pour ce qui est de l'événement. Juste une petite correction sur le programme. Il est écrit que je devais intervenir sur les révisions constitutionnelles. Alors en fait, c'est sur l'évolution constitutionnelle de l'Algérie. Parce que finalement, les questions des révisions constitutionnelles participent aussi de l'évolution constitutionnelle. J'en dirai quelques mots, notamment sur les enjeux qu'elle qu'elle préfigure. Alors, pourquoi l'évolution constitutionnelle de l'Algérie? J'ai intitulé ça, j'ai essayé d'un peu de rendre compte du processus en précisant l'absence de consensus constitutionnel et la permanence du consensus politique. En fait, c'est une manière d'évoquer l'ensemble des contraintes qui pèsent sur l'avènement du constitutionnalisme ou du néo-constitutionnalisme, c'est comme on veut, parce que je pense que pour les pays comme les nôtres, nous sommes en phase encore de recherche ou de quête de constitutionnalisme. Alors au préalable, je voudrais tout simplement faire quelques remarques afin de mieux aider à comprendre l'Algérie. Il y a sans doute certains aspects qui méritent d'être évoqués pour comprendre un peu le sens de l'évolution du système. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi le printemps petit arabe n'a pas touché directement l'Algérie, et que sans doute beaucoup d'observateurs attendaient que ça arrive. Ce n'est pas arrivé. Alors, ça permet justement de justifier ce que je vais dire sur l'Algérie. Alors l'Algérie est en fait un excellent exemple de synthèse des différentes contraintes qui pèsent sur les processus de transition dans les pays en développement, en général dans les pays arabes. Pourquoi? D'abord, l'Algérie est un pays anciennement colonisé. Donc il partage avec les pays anciennement colonisés l'ensemble des difficultés liées à l'avènement des indépendances. On pourra les évoquer tout à l'heure. L'Algérie est un pays qui appartient à l'ère culturelle dite arabo-musulman, au monde arabo-musulman pour autant qu'il puisse exister, et il partage avec cette ère arabo-musulmane l'ensemble des contraintes qui pèsent
sur les transitions démocratiques liées aux spécificités de ces pays. L'Algérie, on l'oublie trop, est un ancien pays socialiste, dit socialiste, sur le modèle des pays socialistes d'Europe de l'Est, dont il a hérité le système à la fois politique et économique, parti unique et économie planifiée, avec prédominance des entreprises publiques, et donc il partage avec les pays socialistes l'ensemble des contraintes liées aux transitions vers les économies de marché. Enfin, et ce n'est pas la moindre des caractéristiques, l'Algérie est un pays à rente pétrolière. Et la rente pétrolière, comme revenu principal, produit des logiques sur le système institutionnel et elle introduit des logiques à la fois instrumentales, parce que l'État, grâce à la rente, s'autonomise ou a les moyens de s'autonomiser, ainsi que des logiques redistributives qui ne manquent pas d'influer sur le système politique. Donc, voilà. Une fois que j'ai dit tout ça, j'ai tout dit. À la limite, je pourrais même arrêter mon exposé, hein, c'est pour dire toutes ces contraintes. Et l'Algérie en est un peu la synthèse. Bien sûr, c'est toujours difficile d'exposer une expérience nationale, parce que soit on en dit trop, soit on n'en dit pas assez, donc je vais essayer de trouver ce que je peux dire d'essentiel, hein, pour essayer de rendre au moins compte de cette évolution constitutionnelle chaotique autour de laquelle le consensus constitutionnel n'arrive pas encore à prendre forme. Alors, on peut déjà noter une prolifération depuis son indépendance, depuis l'indépendance de l'Algérie, une prolifération de textes constitutionnels, puisque on a eu pratiquement 5 textes constitutionnels en 50 ans, c'est-à-dire à peu près une constitution tous les 10 ans. C'est un constat. Alors cela peut traduire l'idée d'un attachement à l'idée de constitution, à son importance, comme cela aussi peut révéler une sorte de malaise constitutionnel, une absence de consensus autour de la Constitution. Alors, cette absence de consensus autour de la Constitution s'est manifestée, je ferai brièvement un rappel historique, dès l'indépendance de l'Algérie. Alors l'Algérie avait connu un multipartisme avant l'indépendance, puisqu'il y avait des partis algériens de toutes les obédiences. Il y avait des partis d'obédience libérale, socialistes, communistes, nationalistes, qui se sont regroupés dans un front qui s'appelle le Front de Libération Nationale pour mener la guerre d'indépendance. Et à l'indépendance, première rupture de consensus avec la constituante qui a été installée pour élaborer une constitution. Première rupture de consensus, puisque le projet politique ne faisait pas l'objet d'un consensus autour du parti unique. D'ailleurs, cette constituante qui devait élaborer une constitution a été vite contournée, puisque la première constitution algérienne a été rédigée dans un cinéma, avec une tentative de l'imposer à la constituante, ce qui a entraîné la démission du président Ferhat Abbas, qui explique tout cela dans une lettre qui a été publiée à la New York d'Afrique du Nord. Et c'est la première rupture de consensus. Constitution de 63, d'ailleurs qui n'a pas duré, puisque quelques temps après, elle a été suspendue par la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels, avec le conflit qu'il y a eu aux frontières avec le Maroc, puis carrément abolie par le coup d'État du 19 juin 1965. Voilà, déjà, c'est une première étape. Deuxième étape, 65-76, l'Algérie a vécu sans constitution. On n'avait pas de constitution. On n'en est pas mort. Et donc durant 10 années, il n'y avait pas de constitution. Il y avait un consensus constitutionnel politique qui s'est établi autour de la charte nationale,
qui était considéré comme le texte suprême et non pas la Constitution. D'ailleurs, c'est même dit dans un article de la Constitution de 1976 qui dit que c'est la Charte nationale qui est le texte qui se trouve au sommet de la hiérarchie. Donc il y avait un consensus politique autour de la Charte nationale et non pas du tout autour de la Constitution. D'ailleurs, la Constitution de 1976 le dit et évacue l'ensemble, tout le référentiel libéral en niant la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique. Donc c'était absolument clair. Donc c'est une première étape, disons un premier cycle, si vous permettez cette expression, premier cycle constitutionnel de constitution, mais sur un peu la construction du parti unique et du monopole du pouvoir. Deuxième phase, l'inauguration du deuxième cycle avec la Constitution de 89, qui vient en réponse aux émeutes qui ont eu lieu en 1988. Et je rappelle, je profite pour rappeler que c'est à ce moment-là que l'Algérie a vécu son printemps. Et ce n'est pas un printemps arabe, c'était le printemps des pays socialistes, donc dans la lignée des révolutions qui sont effectuées avec la chute du mur de Berlin, où l'Algérie a également subi davantage l'influence de ce qui s'est passé dans les pays d'Europe de l'Est, plutôt que l'influence de ce qui se passe dans les pays arabes. L'Algérie n'est pas dans l'ère géopolitique arabe, elle a été plutôt dans l'ère géopolitique, en tout cas politique des pays ex-socialistes. Donc c'est cette problématique aussi qu'il faut regarder. Donc première constitution de 89, avec tous les ingrédients de l'état de droit, pluralisme politique, principe de représentation, liberté, etc. Premier, cette constitution a vite été contrariée et le consensus n'a pas pu s'établir sur cette constitution, précisément parce que ces événements ont montré ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, mais en Algérie, ça s'est passé déjà en 1990, l'avènement de l'islamisme politique qui, bien sûr, a essayé de récupérer toutes ces revendications. Alors, absence de consensus politique autour de deux points fondamentaux qu'on voit aujourd'hui dans le monde arabe. D'abord, sur le principe même de la représentation, puisque dans toute l'idéologie islamiste, le principe de représentation est contesté. Sur le statut institutionnel du religieux, puisque pour les islamistes, la religion ne doit pas être uniquement la manifestation de la religion d'État, mais que tout le système soit fondé sur la religion avec la négation de la supériorité de la Constitution, plutôt de la charia, dans l'ensemble. Mais il s'est posé en Algérie dès les années 90, et ensuite, ça a chopé aussi sur les questions de liberté fondamentale, notamment sur la liberté religieuse, sur la notion même de liberté, puisque toute cette culture dite islamiste nie non seulement l'existence de l'individu en tant qu'individu, mais l'idée que l'individu puisse avoir des droits, et notamment le droit à la liberté religieuse. Cette absence de consensus s'est réglée dans le sang. Je m'excuse de le dire. Ces 10 années, ce n'est pas par la Constitution. Aucun rempart en papier, comme on dit, ne pouvait résister à un tel conflit sur les éléments fondamentaux de la construction de l'État. Ça a donné 10 années de guerre, comme on veut, de guerre civile, de terrorisme. Les qualificatifs, bien évidemment, changent selon que l'on considère que c'est une guerre civile, que l'on considère que ce soit une guerre contre les civils, que ce soit du terrorisme. Bref, c'est 10 années de guerre pour essayer d'arriver à un consensus. Alors,
encore une fois, une tentative de trouver des mécanismes institutionnels pour répondre à la crise. Ça a été la Constitution de 1996 qui interdit de manière beaucoup plus expresse que celle de 89 l'existence de partis sur la base de la religion, qui essaye de conforter davantage dans le feu, toujours, de la guerre. Parce qu'en 1996, nous étions au plus grand moment du terrorisme. Donc, essayer un peu de trouver quelques mécanismes avec l'institution d'une deuxième chambre, avec un tiers présidentiel pour servir un peu de contrepoids à la première chambre, avec une législation présidentielle, puisqu'elle permet au président de la République de légiférer dans les intercessions. Bref, mais une constitution qui n'a toujours pas non plus fait consensus sur le fonctionnement de l'État et la guerre pénale. Voilà quelques grands problèmes qui se posaient, quelques grandes contraintes qui se posaient à l'avènement du constitutionnalisme en Algérie. Alors, quelles ont été les solutions? Ben, c'est toujours le consensus politique, je dirais même politicien, rendu possible d'abord grâce à la rente pétrolière, parce que je reviens à la caractéristique que j'avais citée, parce qu'avec la rente pétrolière, on peut d'abord calmer un peu les esprits. L'État est relativement autonome, il peut même se situer un peu en dehors des conflits. Bref, ça a permis en redistribuant la rente, en instrumentalisant les institutions grâce à la rente, en se créant des clientèles, on arrive un peu à un partage du pouvoir. C'est un peu l'alternative au manque de consensus constitutionnel. Donc c'est tout ça, je le dis rapidement, mais on pourra tout à l'heure revenir de manière beaucoup plus détaillée sur tout ce processus d'instrumentalisation du politique qui fait que finalement la Constitution devient marginale, puisqu'en son temps on n'a plus besoin de Constitution. Une Constitution n'est faite que pour réguler les dissensus et non pas les consensus politiques. Comme par définition on arrive à contenir le dissensus par la rente, eh bien la Constitution, et bien ça, non, on n'en a pas besoin. On est d'accord au moins sinon sur le partage du pouvoir, au moins sur le partage de la redistribution de la rente. Alors, aujourd'hui, vous avez pu suivre, il y a encore un processus de révision qui se tient, qui est actuel, et sans doute c'est la première fois où en Algérie, la recherche du consensus constitutionnel s'opère. C'est dit de manière expresse dans les propositions de révision que j'ai ici. Ceux qui veulent peut-être les regarder, je peux les mettre à leur disposition. Elles sont sur Internet. Oui, elles sont sur Internet, mais bon, on peut les retrouver. Dans ces propositions-là, il y a tout de même quelques avancées sur la question des libertés. Alors on le constate, c'est dit expressément, alors que dans les constitutions précédentes, ce n'était contenu qu'implicitement autour de l'idée de liberté de conscience. Maintenant, c'est dit expressément la liberté des cultes et de leur exercice. C'est dit la parité, enfin, les libertés fondamentales, l'élargissement à l'opposition de la saisine du Conseil constitutionnel. Bref, un ensemble d'éléments qui peuvent laisser percevoir une recherche du consensus constitutionnel aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui parce que d'abord, l'Algérie est je peux dire qu'elle est en sortie d'islamisme, en sortie de crise, même si on voit bien que le terrorisme demeure présent, premier élément. Donc les Algériens ont fait un peu leur expérience de ce qui
l'islamisme. Deuxième élément, c'est le contexte, justement, arabe qui a fait peur aux Algériens, la peur de revenir aux années de fête, dans ce qui se passe dans le monde arabe, n'est-ce pas? Et ce qui fait que les Algériens sont calmés un peu, sont dit, bon, autant retrouver des consensus et ne pas retourner. C'est aussi le phénomène d'internationalisation, ça a été évoqué ce matin, mais ça ne manque pas non plus d'influer sur les processus de constitutionnalisation à la recherche des consensus. Donc, ce sont un ensemble d'éléments qui augurent, j'allais dire, à une sortie de crise autour d'un consensus constitutionnel qui est encore à ses débuts et sans doute, même s'il est contesté du point de vue de la procédure qui est utilisée, puisque ce n'est pas une constituante qui élabore, mais sommes toujours dans la logique de la révision, parce que ça permet d'éviter de faire l'économie d'une constituante. C'est toujours la constitution octroyée, même si la consultation est opérée de manière assez longue. Donc voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne l'essentiel pour ne pas abuser de votre temps cet après-midi, surtout après ce repas qui a été délicieux, et je reste à votre disposition pour vous apporter de plus amples réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci.